Monsieur le commissaire, bonsoir. Et au renard, Alors, est-ce que c'est vous qui êtes sur les départs dans quelques jours maintenant, ou est-ce que c'est votre successeur qui va répondre à ces demandes des policiers? la véritable réponse sera le ministre lui-même. Et vous l'avez dit dans votre reportage, Gérald Darmanin a déjà répondu à la question. Le temps des transferts de zones de compétences de la gendarmerie à la police ou la police à la gendarmerie est pour l'instant achevé. Le ministre a été très clair. En revanche, ce qu'il souhaite, c'est que les policiers n'hésitent pas à intervenir en zone gendarmerie quand c'est nécessaire et que les gendarmes n'hésitent pas à intervenir en zone Un police. peu plus de collaboration entre eux. Oui, mais ici, ça marche bien, ça marche bien. Et j'observe que la gendarmerie a des résultats remarquables. J'ajoute d'ailleurs que de plus en plus de gendarmes sont polynésiens. Alors, on comprend que pour l'instant, donc c'est plutôt non. On parle aussi dans ce reportage de trafic de drogue. Vous avez vu qu'il augmente dans nos eaux, à l'image de ce navire semi-submersible qui a été trouvé à Makemo. Il a été trouvé échoué donc sur la plage de Makemo. Est-ce que vous pensez que les moyens qui sont déployés par l'État sont suffisants pour bien surveiller nos eaux contre la drogue, mais aussi contre la pêche illégale? Bah, je vous rappellerai qu'on va remplacer un vieux patrouilleur par deux patrouilleurs ultramodernes et nos vieux gardiens par des Falcon 50 ultramodernes, avec beaucoup plus de possibilités, y compris pour les patrouilleurs d'être équipés de drones qui permettent d'aller voir jusqu'à 200 km. Donc la dernière action de pêche illégale, elle remonte à 2007. Ça, vous en êtes certain, Et parce que les Polynésiens ont beaucoup de doutes là-dessus. oui, Il n'y a pas eu de pêche je illégale peux dans les 20 pas. dernières années. Il y a pas eu de pêche illégale. En revanche, il y a bien évidemment, en dehors de notre zone économique exclusive, des dérivés de concentration de poissons qui peuvent éventuellement atterrir dans notre zone. En matière de lutte contre la drogue, je vous rappelle qu'on a quand même fait une saisie d'1,8 tonnes de cocaïne et 187 kilos de amphétamine en juillet À à Nuku'hiva. Nuku'hiva, Mhm. et que cette drogue n'est pas destinée au marché polynésien. Nous sommes une zone de transit. Mais croyez bien que tous les efforts sont déployés dans le domaine de la répression. Il y a aussi des choses à faire dans le domaine de la prévention et aussi pour lutter contre Et le là, c'est trafic de paca. un message plutôt au gouvernement local sur la prévention, parce que ça, c'est pas de votre domaine. Simplement, entre ces trois fléaux dont vous avez déjà parlé, le PACA, l'ice et l'alcool, est-ce que vous établissez une hiérarchie du danger? Non, c'est difficile d'élargir, d'établir une stratégie, enfin, ou une hiérarchie. Je voudrais simplement observer quelque chose, et ça, j'ai toutes les semaines des réunions de police où on passe en revue tous les faits graves, c'est que quasiment 100% des violences intrafamiliales le sont sur fond d'alcool, et parfois de PACA, et que 90% des accidents mortels de la circulation sont sur fond d'alcool. Donc vous avez déjà un peu une réponse à ma question. Donc l'alcool reste le fléau numéro un pour vous. Ça reste le fléau numéro un, et encore faut-il le nommer pour pouvoir s'y attaquer. Très bien. Juste un dernier mot là-dessus, parce que c'est évidemment lié. L'alcool, la drogue, ça provoque aussi des décès sur les routes. Finalement, la mortalité routière a peu évolué, même elle a probablement un peu augmenté ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette mortalité Le routière? chiffre du nombre de tués en 2024 était mauvais, 39. Le chiffre du nombre de tués en 2025 est pas bon non plus, 26. Donc on Et qui est assez mal s'achemine un peu engagé sur aussi une cette année. courbe. Donc nous avons réalisé un séminaire avec le pays à la fin de l'année dernière. Maintenant, je crois qu'il faut saisir l'arme du crime. Et l'arme du crime, c'est souvent la voiture ou le deux roues. Et pour ça, il faut des fourrières. Et donc pour ça, il faut aussi une loi de pays, il faut lancer une délégation de service public. Je pense que les travaux préparatoires que l'on a fait au cours de ce séminaire nous permettront d'en arriver là. Sinon, on n'arrivera jamais à lutter contre les gens qui roulent sans assurance, sans permis, en état d'ébriété, si on ne saisit pas la voiture ou le deux roues. Merci, monsieur le commissaire. On va se retrouver dans un instant après cette information sanitaire. Eh bien, tout simplement parce que le centre hospitalier est sous tension à tel point que la direction se prépare à engager son plan blanc, un dispositif de crise pour diminuer la pression sur les services, en partie lié à l'afflux de patients le week-end. La direction appelle la population à la prudence afin de préserver l'accès aux soins. On écoute les explications de la directrice de l'hôpital, Hani Teripaya, au micro de Juanui Atuariva et Vaimi Tierlo. On passe en niveau 3 du plan hôpital en tension qui correspond à l'activation du plan blanc. Et donc, nous serons en situation sanitaire exceptionnelle de tension. Donc, on informe toutes les autorités, le pays et l'État.
Et je serai amenée à mettre en œuvre des mesures exceptionnelles comme l'annulation de congés, le rappel de personnel, des fermetures d'activités médicales, des reports de prise en charge non urgentes. Voilà, c'est vraiment un examen fin avec la communauté soignante de ce qui peut être renforcé et ce qui peut être réduit. Monsieur le commissaire, l'hôpital prépare donc son plan blanc, hein. La santé, on le sait, c'est de compétences polynésiennes et non de compétences d'État, mais l'accès équitable aux soins, normalement, doit être garanti sur l'ensemble de la République. Est-ce que pour vous, les Polynésiens ont un accès égal aux soins par rapport aux Français de métropole? Bon, la géographie est têtue sur un territoire aussi grand, avec des îles qui ne sont même pas dotées d'aérodromes pour 25 d'entre elles, avec des fois avec une absence de passe. Donc, en tout cas, lui, l'État, et on a pu constater ces dernières semaines, ces derniers mois, une augmentation du nombre d'évasanes urgente. Et l'État répond toujours présent, y compris dans des conditions extrêmement difficiles. Nous n'hésitons pas à mobiliser les dauphins, c'est-à-dire les hélicoptères, les CASA, les longs porteurs, pour répondre à ces attentes. Et on est en plein soutien à la Polynésie française dans ces moments difficiles. Merci, monsieur le commissaire. On se retrouve dans un tout petit instant pour la dernière partie de cette interview. Parce qu'en politique, le déplacement du ministre des Outre-mer en Calédonie a fait réagir le Tavini Huiratira. Manuel Valls souhaitait convaincre le principal mouvement indépendantiste de soutenir l'accord de Bougival, un compromis entre les forces politiques locales. Sans succès, au Fénois, le Tavini a confirmé son soutien au FLNKS. Le reportage de Vaitiare Nauta et Matayurei. En déplacement à Nouméa, le ministre des Outre-mer n'est pas parvenu à convaincre le Front indépendantiste de revenir à la table des discussions. Alors que Paris espérait voir le compromis adopté par toutes les forces politiques calédoniennes, le FLNKS compte sur sa position. En Polynésie, le Tavini Huiratira a exprimé son soutien au FLNKS, marquant ainsi la solidarité indépendantiste au-delà des frontières calédoniennes. Ils ont notre soutien. Je n'oublie pas que j'ai mes frangines là-bas, j'ai mes beaux-frères là-bas. J'ai mes cousins là-bas, il y a plein de gens de Faa qui sont partis là-bas en 1956. Et j'ai mes cousins là-bas. Et puis notre lien historique d'amitié avec Jean-Marie Djibaou et le FLKS, tous ces gens-là, Rock Picho, Yann Selene, Éloi Manchourou, ce sont des liens indéfectibles. Une délégation du FLNKS avait signé le projet d'accord le 12 juillet 2025 à Bougival, en région parisienne, mais quelques jours après, en congrès, le mouvement indépendantiste s'est finalement rétracté. Un revirement qui a conduit le ministre à se rendre sur le Caillou pour tenter de le convaincre de s'inscrire dans le processus de Bougival. Le Tavini, de son côté, estime que Paris n'était pas le lieu approprié pour une telle signature. Non, j'ai toujours été contre ce déplacement à Paris pour parler de l'avenir de notre pays ou de la Kanaky. Il y a un comité de décolonisation qui a été mis en place par la France, par les pays fondateurs et signataires de la Charte des Nations Unies. C'est là-bas qu'on doit régler ces questions-là, parce que si vous allez à Paris, on a affaire à des hommes qui sont rodés pour ça. Ils maîtrisent la communication, ils maîtrisent tout, et on sait qu'ils ont signé ce document-là à 2 h du matin. Dans quel état ils étaient, j'en sais rien. Arrivé mercredi sur le Caillou, Manuel Valls a finalement prolongé son séjour pour tenter de réunir lundi les partisans de l'accord sur l'avenir de l'archipel. Monsieur le haut-commissaire, votre mandat a aussi été marqué, bien sûr, par une montée des indépendantismes dans le Pacifique. Il y a eu notamment des tensions politiques et même des émeutes en Calédonie. Il y a eu aussi cette élection de 2023 où les indépendantistes ont pris le pouvoir en Polynésie. Ce désir d'indépendance d'une partie de la population, est-ce que vous le comprenez, vous qui représentez l'État? Moi, je n'ai pas vraiment à commenter ce genre de questions. J'observe déjà que les élections en mai 2023 sont déroulées sans aucun incident. J'ai pris particulièrement à cœur le fait que les relations entre l'État et le nouveau pouvoir soient bonnes. Elles l'ont été, j'ai même été, vous rappelez-vous, jusqu'à aller le 29 juin à la cérémonie du monument aux morts des guerres franco-tahitiennes à Faa. En dépit de quelques différends sur la question de la drogue, par exemple. La façon de lutter contre la drogue. Oui, on a senti qu'il y avait des petites oppositions. Non, mais bon, on n'est pas des robots, mais sur les gros dossiers structurants, mais je rappelle à côté du tourisme qui bat des records sur la préparation du sommet de l'océan
à Nice, donc l'économie bleue, sur le numérique, l'arrivée de Google, on travaille ensemble à construire les piliers du développement de la Polynésie. Et les chiffres de l'économie sont bons. La croissance est près de 3%, l'inflation est maîtrisée, l'emploi continue d'augmenter. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun souci en Polynésie, hein. La santé, les inégalités, le foncier, il y a quand même beaucoup de problèmes à résoudre. Aux autres outre-mer, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt bien. Et tout ne va pas si mal, comme dirait le président. Temaru l'a souligné avec raison. Nous avons des liens forts avec la Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup de Calédoniens qui vivent en Polynésie, de Polynésiens en Calédonie. Et on a bien évidemment tout intérêt à ce que les choses rentrent dans l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Je sais que le ministre d'État s'y emploie. En tout cas, vous avez maintenu un dialogue avec les indépendantistes sans aucune difficulté particulière, mais pas sur la question de la décolonisation. C'est, disons, ce que reproche un petit peu à l'État le gouvernement actuel. Alors j'ai quand même plaidé pour que la France ne quitte pas la table lorsque la Polynésie française était inscrite à l'ordre du jour du comité de décolonisation. Et donc depuis 2023, notre ambassadeur reste. Il défend toujours une position assez ferme, mais en tout cas, il reste, et je trouve que c'est la moindre des politesses. Ensuite, Moïse Broverson lui-même m'avait dit quelques mois avant de se présenter qu'on discuterait indépendance quand la dépendance financière de la Polynésie serait beaucoup plus faible par rapport à l'État. Bon, moi, j'observe qu'elle était de 190 milliards de francs quand je suis arrivé et qu'elle est de 224 aujourd'hui. Donc, pour l'instant, c'est de point de vue entre Moïse Broverson et une partie du Tavini. C'est ça. Je vous propose de passer à quelques questions un tout petit peu plus légères pour finir cette interview et également pour finir quelque part votre mandat en Polynésie. On vous a vu danser à Rurutu aux côtés du ministre des Outre-mer. Alors j'imagine que c'est pas comme ça que vous envisagez votre carrière de haut fonctionnaire tout au début. Ça a dû être un petit peu des surprises. D'ailleurs, voilà, on voit quelques images. Est-ce que c'est ce type de souvenir que vous allez conserver de la Polynésie ? Oui, l'accueil, c'est une banalité de le dire, mais que ce soit au Marquis, au Soustral, l'île du Vent, l'île sous le Vent et au Tuamotu, est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Moi, je retiens surtout de mon séjour, plus que les paysages, des visages, des dizaines, des centaines de visages. Je retiens aussi les moments passés essentiellement avec des Polynésiens que j'ai fréquentés en dehors de mon travail, à la vallée d'Amuta, à Mataya, dans des endroits comme ça, où j'ai passé des moments fantastiques. Voilà, un attachement privé fort. Est-ce que vous savez si votre successeur, Alexandre Rochat, est aussi attaché que vous à la Polynésie, puisqu'il est venu également? Non, je n'en doute pas un seul instant. Il m'a déjà succédé en 2010. Il a sans doute souhaité revenir. Et Alexandre va faire un très bon boulot ici, vous verrez. Merci, monsieur le commissaire, pour avoir répondu à nos questions et pour avoir participé à la marche du pays pendant toutes ces années.